Monsieur Franco, je suis ravi de vous recevoir dans ces locaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la dernière chose que vous avez publiée? Oui, volontiers. D'abord, merci de m'accueillir dans ces très beaux locaux. La dernière chose que j'ai publiée, il y en a deux à la fois. J'ai participé à un numéro spécial de la revue de littérature comparée qui fêtait son centenaire. Donc c'était le numéro du centenaire. Alors celui-ci n'est pas le numéro du centenaire, mais la revue de littérature comparée est aujourd'hui la plus vieille revue dans la discipline qui est publiée actuellement. Voilà, donc c'était ça. Et puis, alors, j'ai fait un travail radicalement opposé, c'est-à-dire j'ai participé à la création d'une toute nouvelle revue comparatiste, qui est la revue de la Société européenne de littérature comparée, qui s'appelle Complete, qui se publie en anglais et en français, avec des contributions en anglais et en français. Et j'ai actuellement l'honneur d'être le président de la Société européenne de littérature comparée, et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé à la création de cette revue. Et comme la notion d'Europe est très discutée en ce moment, l'Europe est accusée d'eurocentrisme, de colonialisme, donc il y a les doubles connotations, d'humanisme d'un côté, de colonialisme de l'autre. J'ai consacré ce numéro spécial à cette question polémique. J'ai voulu en faire l'objet du débat. Et le numéro spécial s'appelle Cultures européennes et littérature comparée. Voilà. Est-ce que la littérature comparée a un sens particulier dans le contexte des cultures européennes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur vos multiples responsabilités, vos multiples... Vous êtes président de ce groupement, vous êtes aussi directeur d'un département de littérature comparée à la Sorbonne. Alors, j'étais directeur de l'UFR de littérature française et comparée. En fait, je l'ai été de 2012 à 2017, mais je ne le suis plus. Actuellement, je suis directeur d'une autre structure qui s'appelle les cours de civilisation française de la Sorbonne, qui assure une formation en français à des étudiants de tous les pays pour les préparer à entrer dans le système d'enseignement supérieur français. Je suis président donc actuellement de la Société européenne de littérature comparée jusqu'à l'année prochaine en fait. J'ai aussi quelques responsabilités éditoriales. Je co-dirige une collection chez Garnier, en fait, qui n'est pas celle-ci, mais qui est une autre collection. On a quelques perspectives comparatistes. Quelques échantillons de votre production, mais pas forcément ceux dont vous parlez régulièrement. Voilà. Je suis aussi membre du comité de rédaction de la revue de littérature comparée, membre du comité de rédaction de la nouvelle revue Complete, et aussi d'une revue européenne de poésie, qui est dirigée par le poète Giovanni Dottoni, qui est un poète italien, mais qui écrit en français. Voilà. Impressionnant, impressionnant. Alors, nous vous recevons ici dans les locaux de CNantes. Alors, CNantes, nous sommes éditeurs et consultants. Consultants depuis longtemps et éditeurs depuis fin 2019. Donc, nous avons publié 6 titres à ce jour. Le 7e est à venir et vous avez accepté de préfacer cet ouvrage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Très volontiers. D'abord, j'étais très très heureux de retrouver mon ancienne étudiante, ça ne me rajeunit pas, mais qui s'appelait à l'époque Claire Folcolini, qui s'appelle maintenant Claire Pellissier-Folcolini. Quand elle m'a recontacté, elle m'a dit « ça fait 10 ans qu'on n'a pas de nouvelles l'un de l'autre ». Mais entre-temps, j'ai refait le compte, ça fait 400. Oui. Donc c'était très émouvant et j'étais très heureux d'abord de la lire, de la retrouver si longtemps après, et puis de voir ce qu'elle était devenue et ce que son talent avait produit. C'était très intéressant parce que j'avais une étudiante brillante qui m'avait paru très très sensible, qui m'avait paru avoir une sensibilité littéraire toute particulière, une finesse de lecture des textes que je trouvais très intéressante et que je retrouve là dans ces nouvelles, parce qu'il me semble que c'est des nouvelles, je le lui ai dit d'ailleurs, qui sont à la fois les nouvelles d'un écrivain, mais aussi d'une lectrice fine et d'une contemplatrice des œuvres d'art. Donc on sent cette contemplation dans sa production, dans ces nouvelles. Oui, donc c'est d'ailleurs le point commun de toutes ces nouvelles, c'est que l'art peut être le déclencheur de quelque chose. Donc l'art, l'être humain confronté à l'œuvre d'art peut changer le cours de sa vie. Oui, alors c'est ce qui apparaît, ça c'est le sujet de plusieurs de ces nouvelles, bien sûr. Comment le cours de la vie des personnages peut être infléchi par une œuvre d'art. C'est d'ailleurs entièrement le sujet de la toute première nouvelle, hein, qui s'appelle La vie, et c'est d'ailleurs très intéressant. Le recueil s'appelle Beauté, avec un point d'exclamation qui est tout à fait significatif.
il finit par une nouvelle qui s'appelle Beauté, et la première s'appelle La vie, et donc c'est comme un cercle qui se referme, mais qui montre bien la relation entre les deux, c'est-à-dire que l'œuvre d'art entre dans la vie, et c'est ça qu'elle veut montrer en fait, c'est comment l'œuvre d'art va déterminer la vie des personnages. Deux personnages qui ont tous une sensibilité particulière à l'art, et parfois de façon à leur propre insu. On peut rencontrer l'amour en contemplant un tableau dans un musée. On peut sortir de sa dépression en lisant un poème de Baudelaire tagué sur la paroi d'un ascenseur sordide, etc. C'est ça, alors cette nouvelle-là, qui porte sur des adolescents qui font des concours de danse, est très intéressante, je trouve, parce que c'est une sorte de dialogue littéraire qui est très très explicite et qui reste anonyme jusqu'au bout. Ce n'est qu'à la fin que chacun des protagonistes comprend qui répond par des vers de Baudelaire, et en fait il dialogue par des vers de Baudelaire. Et alors évidemment, quand on lit les nouvelles de Claire Falconi, on pense toujours à une foule d'œuvres littéraires ou d'œuvres d'art. Certaines ont servi de socle, hein, c'est le cas ici, c'est Baudelaire qui a servi de socle à cette nouvelle. Il y a de multiples références, mais il voilà. faut les deviner. Et moi j'ai pensé à une autre qui me paraît encore plus saisissante, et peut-être même cette référence n'est-elle pas consciente chez Claire Falconi, c'est à Goethe. Le divan occidental-oriental, où Goethe au départ avait conçu ça comme un jeu littéraire avec sa maîtresse, Marianne von Willemer, chez qui il résidait, qui était la femme de son ami, et donc pour dialoguer, eh bien, ils échangeaient des vers de Hafiz, le poète persan du IXe siècle, qui venait d'être traduit en allemand à cette époque, et donc Goethe utilisait la traduction en allemand de Hafiz pour dialoguer avec sa maîtresse, et donc c'était des citations. Et on retrouve le même procédé de dialogue, mais cette fois-ci anonyme, et en fait la jeune fille dont le garçon est amoureux, en fait, s'avère être son interlocutrice anonyme, et c'est ça, la nouvelle fonctionne comme une révélation en quelque sorte. Il faudra absolument poser la question à Claire Falconi, de savoir si elle y a pensé en écrivant cette nouvelle ou pas. Il y a beaucoup de références comme ça qui sont... qui sont présentes. Oui. Ouais, donc c'est un jeu de piste en fait. Et le divan, c'est le mot arabe qui veut dire dialogue en fait. D'accord. Donc c'est un peu la même chose ici sur les tags des cages d'ascenseur, des parois d'ascenseur, un dialogue qui se prolonge d'ailleurs, qui fonctionne sur un mode littéraire d'un côté, mais qui fonctionne aussi par les arts populaires, parce que le dialogue, c'est aussi la compétition de danse qui se fait entre les adolescents. Donc il y a une sorte de symétrie dans la nouvelle entre la haute littérature, mais qui est taguée dans les cages d'escalier, et le rap, la culture populaire. L'actualisation des modes d'expression artistique. C'est aussi l'idée que l'art n'est pas le fait de Happy Few, mais l'art appartient à tout le monde. L'art est populaire, il est la propriété de tout le monde, c'est une affaire de sensibilité. Alors Claire dit souvent, même si elle est avant tout dans ce qu'on est en train d'en dire, quelqu'un qui écrit, donc une écrivaine, elle enseigne aussi, et elle dit souvent que dans son métier d'enseignante de français, elle engendre la beauté par la beauté. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'elle dit j'ai la chance d'exercer un métier où par des petites étincelles, je jette de la beauté, et les gens l'attrapent et en font ce qu'ils font, et puis ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et souvent ça déclenche des choses dans leur vie, et donc c'est peut-être la base d'ailleurs de son idée d'écriture. Oui, je crois que d'abord c'est sans doute la base de son enseignement, parce qu'un bon enseignant est capable d'expliquer les textes littéraires, mais surtout je crois que le niveau supérieur c'est d'attirer les élèves de les rendre sensibles à la beauté des textes littéraires, à ce qui fait la littérature, pas simplement les rendre capables de les interpréter, de les analyser, de les disséquer. Elle n'a pas du tout ce rapport chirurgical à la littérature, elle a un rapport très sensible à la littérature, tout en étant très, très conceptuelle aussi. Et donc, je pense que c'est ça qu'elle fait dans son enseignement. En tout cas, on le sent dans ses nouvelles. Je crois qu'elle ne sépare pas les choses. Oui, je suis d'accord. J'ai lu un des articles que vous avez écrit dans la revue de littérature comparée de janvier-mars 2019, dans lequel vous citez un auteur allemand du début du
20e Du 19e. Du 19e, du début du 19e. D'accord. Fin du Qui nous 18e, dit, du 19e. d'accord. Et qui nous dit nous devons nous élever au-dessus de notre propre amour et ce que nous adorons, l'anéantir en pensée, sinon, et quelles que soient les autres facultés dont nous disposons, il nous manque le sens de l'infini. Oui, c'est une pensée complexe, c'est de Friedrich Schlegel, qui est un des auteurs de ce que l'on a appelé le premier romantisme allemand, puisqu'il y a eu plusieurs romantismes allemands. Il a publié ça dans sa revue qui s'appelle l'Athénéum, qui publiait des fragments, donc des réflexions sur la littérature, des romantiques allemands. Et là, c'est un essai sur l'ouvrage de Goethe, le Wilhelm Meister, où il définit ce qu'il appelle l'ironie romantique, et il prend le livre 5 de Wilhelm Meister comme un modèle, parce que, dit-il, le livre 5, où le personnage, Wilhelm Meister, est acteur, dialogue avec le metteur en scène sur la pièce qu'il s'apprête à jouer, qui est Hamlet. Et donc, c'est à la fois l'intrigue qui est dedans, et en même temps un commentaire sur Hamlet. Et donc, le discours critique se tisse étroitement dans la fiction elle-même. Et ce qu'il veut dire, par ironie romantique, c'est être capable, donc c'est anéantir, mais anéantir en pensée. Il ne s'agit pas d'une destruction, c'est au contraire une création. Il appelle l'ironie romantique auto-création et autodestruction à la fois. C'est-à-dire qu'il faut être capable pour auto-créer, c'est-à-dire désigner son œuvre comme œuvre et l'achever, donc il faut être capable de la détruire en pensée. Non, pas vraiment. La critiquer au sens profond, c'est-à-dire se mettre au-dessus d'elle, adopter un regard surplombant sur l'œuvre, la mettre à distance et l'observer, c'est-à-dire tout en écrivant l'œuvre, tout en construisant la fiction, avoir un regard critique sur elle. Un autre romantique allemand est peut-être plus explicite, il s'appelle Zolger, et il définit l'ironie comme ce regard surplombant qui anéantit tout. Voilà, donc avoir un regard surplombant sur son œuvre, se détacher de son œuvre, et ce détachement, cette vue surplombante, c'est ce qui permet d'accéder à l'infini. L'infini, c'est aussi l'infini de l'œuvre d'art. Ça me rappelle une lecture de Norbert Elias, qui est un sociologue qui a écrit Sociologie d'un génie, qui a décortiqué la jeunesse de Mozart. Qui a décortiqué cette jeunesse de Mozart, qui est faite d'une alternance de créativité débridée et de canalisation très stricte. Oui. J'y retrouve un peu cette dualité entre ce qu'on aime et s'abandonner à ce qu'on aime et regarder ce que l'on aime avec un certain détachement. Oui. Ouais. Il y a une autre façon de représenter le rapport de l'œuvre d'art à l'infini et au fini, qui est représenté par le philosophe romantique Schelling, qui définit le symbole comme la représentation finie d'un infini. Et en gros, c'est l'image du cadre. Le cadre délimite l'œuvre d'art, mais l'œuvre d'art ne se circonscrit pas à l'espace dans lequel elle est enfermée quand il s'agit d'un tableau. Et c'est la même chose en littérature. La littérature ne se contente pas de dire ce qu'elle dit. Elle dit autre chose, elle dit plus. Elle dit toujours un peu plus. Et c'est ça qui définit le texte littéraire par rapport à un texte qui n'est pas littéraire. Alors, vous êtes spécialiste de cette période de la fin 18e, début 19e. Oui. Vous empiétez quand même un petit peu sur le 20e. Vous intéressez, comme j'imagine, à d'autres auteurs. Oui, bien sûr. Voilà. Proust, Ruskin, c'est une référence à laquelle on pense en lisant on pense ou on ne pense pas d'ailleurs en lisant ces nouvelles. On peut très bien lire ces nouvelles sans avoir aucune idée des sous-jacents éventuels auxquels a pensé l'auteur ou auxquels peuvent penser d'autres lecteurs. Alors, j'aime beaucoup Proust et ça m'a fait penser à ça, en fait. Ça m'a fait penser au début de Proust en littérature et à sa traduction de Ruskin notamment. Est-ce que ça a le même genre d'écho chez vous? Oui. Alors, moi, j'ai choisi la littérature comparée comme discipline parce qu'elle laisse beaucoup de liberté. Nous sommes dans un univers où les spécialisations sont extrêmes. Et c'est vrai que j'ai choisi comme spécialisation un point très circonscrit de l'histoire littéraire qui se tourne au XVIIIe, XIXe siècle, mais je rayonne beaucoup autour. Alors, c'est vrai que Claire Foy-Coligny cite Proust, elle évoque Proust à propos d'une nouvelle qui fonctionne sur la remémoration. Alors,
évidemment, c'est son point de départ. Et la nouvelle porte, encore une fois, sur l'appropriation de la littérature par des élèves, des enfants qui ne sont pas tout à fait francophones et qui apprennent le français et qui se passionnent pour la langue à travers la littérature. Alors ça me paraît très intéressant parce que c'est effectivement une façon d'accéder à une bonne compréhension de la langue, hein, de passer par la littérature, qui est le stade le plus élevé de la langue. On parle d'une tour de Babel effondrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation. Oui, j'ai beaucoup aimé cette citation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de Proust, mais elle finit sur le poème de Verlaine, Langueur, non pas le poème de Verlaine lui-même, mais tel qu'il a été repris par Gainsbourg, en fait, la chanson sur les sanglots longs, qu'il reprend de façon ironique. Et c'est un petit peu la même chose que Baudelaire taguait sur les murs de l'ascenseur, en fait. C'est-à-dire, on a une référence de la haute littérature, Verlaine, mais qui est reprise à travers un médium qui est un médium populaire, et là c'est Gainsbourg, qui n'est pas cité, hein, il est dit un chanteur, donc c'est aussi la façon de faire de Claire Falconi, elle donne une piste à son lecteur, et elle laisse au lecteur le soin de faire l'autre moitié du chemin. Et ça aussi, c'est une conception de la littérature qui est datable, hein. Elle aussi, on peut la faire remonter au romantisme allemand, c'est l'herméneutique. En général, on rapproche l'herméneutique d'un critique de la fin du XIXe siècle qui s'appelle Dilthey, mais Dilthey lui-même s'était inspiré d'un romantique allemand qui s'appelait Schleiermacher, qui est aujourd'hui beaucoup plus oublié, qui est connu pour sa théorie de la traduction, mais aussi pour la conception de l'herméneutique qui consiste à dire que le niveau de sens d'un texte littéraire est infini et que un ensemble de significations est actualisé dans un acte de lecture, c'est-à-dire que le lecteur va actualiser des significations qui étaient peut-être virtuellement contenues dans une œuvre dont les significations sont potentiellement infinies. 7 milliards de lectures possibles de Claire Falconi, en fait. Voilà, hein, exactement, oui, oui. Et en fait, c'est une transposition à la littérature de l'herméneutique, qui est une discipline religieuse, qui consiste à dire que il faut un travail d'interprétation des textes sacrés de la Bible, parce que la parole de Dieu est infinie et elle est enfermée dans un langage fini qui est le langage humain. C'est ça l'origine de l'herméneutique, mais on a transposé ça, enfin Schleiermacher, surtout Dilthey, ont transposé ça à la littérature en disant que la littérature, elle aussi, est un texte dont la nature est de comporter un niveau de sens. L'art est une fenêtre sur l'infini. Voilà, exactement. Et donc tout fonctionne sur cette tension entre le fini et l'infini. Et je crois que les nouvelles de Claire Falconi sont une réflexion sur cette tension entre le fini de la forme et l'infini du sens, en fait, à mon avis. C'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas. Quel programme magnifique. C'est un programme très ambitieux dans un livre tout petit et c'est tout à fait à l'image. 140 pages. 140 pages. Ça se lit en une soirée. Ça se lit en une soirée et on peut le lire beaucoup plus lentement et en tirer beaucoup. On peut ne lire qu'une nouvelle, d'ailleurs. On peut lire qu'une nouvelle. Elles sont tout à fait indépendantes. Alors, ce qui est intéressant dans les nouvelles en général et dans ce recueil en particulier, c'est que les nouvelles sont absolument indépendantes les unes des autres. Mais quand on les lit ensemble, elles forment un réseau, elles forment un ensemble. Les deux dernières nouvelles, par exemple, portent sur la représentation. La littérature est une représentation. Qu'est-ce que c'est la littérature ? Ce n'est pas le monde tel qu'on le voit, c'est le miroir embelli d'Alice au pays des merveilles, etc. Et tout passe par le prisme, effectivement, de références, soit picturales, soit littéraires, qui sont nombreuses, qui sont... Musicales aussi. Musicales, oui. De Gainsbourg. Qui sont musico-littéraires souvent et parfois qui sont implicites. Voilà, et ça c'est très intéressant parce que ça fonctionne comme un jeu de pistes et c'est à nous d'y voir ce que nous y cherchons en quelque sorte. Très bien. Alors vous, tant que je vous ai près de moi, j'ai envie de vous poser des tas de questions, mais vous me dites si je vous laisse. Vous êtes donc spécialiste de la littérature allemande de la période qu'on a déjà citée. Quand on est spécialiste d'une telle période et de tels auteurs, on est obligé de faire un peu de philosophie et pas seulement de littérature. Je dirais que c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine de recherche, parce que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup hésité entre la philosophie et la littérature, et entre la littérature allemande et la littérature française.
Et en réalité, à travers la littérature comparée, j'ai trouvé la possibilité de travailler un domaine de recherche qui était au croisement de la littérature et de la philosophie, et qui était au croisement de la littérature française et de la littérature allemande. Donc j'ai trouvé un moyen de combiner toutes mes passions, et c'était ça ma motivation. Et en vous lisant, je comprends que dans cette période-là, vous parliez tout à l'heure, en dehors de cette émission, en fait, des premiers théoriciens du roman. Donc je comprends que ces théoriciens sont à la fois des théoriciens et des praticiens, c'est-à-dire qu'ils critiquent le roman ou ils définissent le roman à travers leurs propres œuvres d'art. C'est ça l'idée ? Pas vraiment. Oui, enfin... Pas précisément. C'est presque ça, c'est-à-dire on considère que les premiers romantiques, on considère aujourd'hui qu'il s'agit des premiers théoriciens de la littérature. Alors ils ont effectivement valorisé le roman, ils ont été les premiers... Alors, de la littérature ou du roman ? De la littérature. Ah, carrément. Oui, de la littérature. D'accord. Ils ont été les premiers à réfléchir sur ce qu'était la nature, d'un point de vue philosophique, d'un texte littéraire. D'accord. Et bon, après on peut remonter à Aristote, bien sûr. Oui, mais, quand même. on peut remonter à Aristote, mais... Nous animons des ateliers d'écriture chez Sénante et nous commençons par Aristote et nous finissons par l'Acteur Studio. Oui. Tout en disant que c'est la même chose. Mais disons que c'est la première théorie moderne de la littérature. Il y avait auparavant de la critique, de la poétique, mais pas de véritable théorie. Et ils ont valorisé le roman. Alors, ce qu'ils ont entrepris de faire, c'est ce que j'explique dans l'article que vous évoquez, d'unir critique et création. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le discours critique, mais qui fonctionne à partir essentiellement de fragments, c'est-à-dire qu'il suggère autant qu'il n'explique, et donc qui fonctionne sur des modalités tout à fait poétiques. Et ils ont aussi matérialisé leur théorie dans des fictions, dans des textes littéraires, dont la fonction était aussi d'être critique. Et par exemple, lorsque Novalis écrit un des premiers romans de l'artiste, Henri d'Ofterdingen, il répond à Goethe dans son roman d'éducation, Wilhelm Meister, roman de formation, voilà. Le Bildungsroman, oui, c'est ça. Il lui répond en opposant une conception de l'art totalement opposée. Dans le Bildungsroman de Goethe, le protagoniste, Wilhelm Meister, abandonne l'art pour se tourner vers la vie. Il devient médecin. Il était un comédien raté, il devient médecin. Et Novalis lui répond par son Henri d'Ofterdingen qui, lui, unit l'art et la vie. Et c'est le fameux roman de La Fleur Bleue. La Fleur Bleue, c'est à la fois l'idéal artistique vers lequel il tend, dans sa quête d'une perfection esthétique, et La Fleur Bleue, c'est en même temps Mathilde, la femme aimée. Et donc, la Fleur Bleue, qui est l'objet d'un rêve, en fait, matérialise à la fois l'idéal dans la vie et l'idéal dans l'art, pour montrer la profonde union entre l'art et la vie. Donc il s'oppose à Goethe, à qui il reproche sa trivialité, le fait de séparer l'art et la vie. Et je trouve que c'est pour ça que j'étais particulièrement... C'est pour ça que je vous réinterroge sur le sujet. C'est ça. Je vais en arriver à notre dernière question et au dernier sujet de ce temps que nous passons ensemble. C'est la préface que vous avez bien voulu écrire pour ce recueil. Et donc, cette préface est dans la droite ligne. Alors, ça n'est pas un fait exprès. Il se trouve que cette préface et donc ce recueil sont dans la droite ligne de vos travaux de recherche. Oui, voilà. C'est pour ça que lorsque Pierre Solvay m'a donné à lire ces nouvelles, j'ai reconnu cette préoccupation. Ouais. Je trouve que ce recueil de nouvelles est beaucoup plus dans la lignée de Novalis que dans celle de Goethe. Ouais. Et comme j'avais fait toute cette série de travaux sur ce projet littéraire qui consistait à unir critique et création, qu'on retrouve d'ailleurs chez Baudelaire, dans le Salon de 1846, il dit la meilleure critique d'un tableau sera un sonnet. Donc il y a un écho des préoccupations des romantiques allemands. Et pour les romantiques allemands, c'est la conséquence en fait de conceptions philosophiques profondes qui sont l'union profonde des facultés de l'homme, le fait de refuser la distinction entre l'imagination et la raison. Et à partir du moment où l'imagination ne se distingue plus de la raison, alors l'activité de l'une et de l'autre ne se distingue plus non plus. La critique, qui est supposée être l'activité de la raison, ne se distingue plus de la création, qui est supposée être l'activité de l'imagination. Et
Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça, y compris dans notre pratique de consultant, nous sommes éditeurs et consultants. On va dire, nous sommes entrepreneurs et passionnés de littérature. Et je trouve que c'est le point commun entre nos deux disciplines. C'est-à-dire que nous devons raisonner, nous devons ressentir. Et nous ne devons pas que raisonner ou que ressentir. C'est la convergence des deux intentions et des deux processus, si je m'exprime en termes d'entrepreneur, qui crée la valeur finalement. Et cette valeur, elle est artistique, elle est financière, elle est ce que l'on veut, entrepreneuriale, elle est humaine. Voilà. Et donc, si vous me permettez, j'ai une dernière question. Ensuite, je vous laisserai conclure en roue libre, comme vous le souhaitez. Selon vous, est-ce que ce recueil de Claire Falcolini est nouveau? C'est-à-dire, est-ce qu'elle invente quelque chose? Alors oui, je pense, elle invente, comme toutes les inventions littéraires, sur la base d'héritage, oui. Mais qui sont évidemment sous sa patte à elle, qu'on sent de façon très forte. Ce qu'elle invente, c'est de conjoindre des choses qui étaient des éléments qu'on trouvait de manière séparée. C'est-à-dire, elle prolonge l'idée de Novalis que l'art et la vie ne se distinguent pas, elle la prolonge en montrant que l'art ou la littérature que l'on reconnaît comme haute littérature ou comme art consacré ne se distingue pas de la vie quotidienne, des formes les plus populaires, et elle inscrit l'art qu'on considère comme l'art de l'élite dans les couches populaires de la société pour montrer que l'art ne se sépare pas vraiment du monde quotidien, mais qu'il concerne tout le monde et que tout est affaire de sensibilité. Elle actualise, elle revisite à la lumière de son expérience, finalement, ce qui me paraît le rôle de l'écrivain. C'est que chaque nouvelle, si on regarde de près, est écrite dans un style différent. Ouais. Un style qui s'adapte au sujet. Ouais. Il y a un style de Claire Falcolini qui fait de sensibilité, de simplicité, de dépouillement extrême, de poésie aussi. Elle joue beaucoup sur les allitérations, du début à la fin, elle joue sur les allitérations. Ça, c'est le style qui est le sien. Et en dehors de ça, elle adapte la forme extérieure de son écriture au sujet qu'elle traite dans chaque nouvelle. Et c'est ce qui fait à la fois l'unité du recueil et la singularité de chacune des nouvelles dans le recueil. 3 mots de conclusion. Alors très volontiers, parce que dans la préface dont vous parliez, j'ai eu une frustration. Je n'ai pas parlé d'une nouvelle. Il y a une nouvelle dont je n'ai pas parlé, qui s'intitule Vision. Je n'en ai pas parlé parce qu'elle était complexe, cette nouvelle. Elle n'entrait pas dans l'ensemble de la présentation que je faisais, et elle aurait appelé des commentaires plus longs. Déjà, j'ai fait une préface plus longue que ce qui était prévu, donc je n'ai pas voulu aller plus loin. Mais elle me paraît très intéressante, cette nouvelle, parce que évidemment, elle fait référence à une œuvre qui est la sculpture L'homme qui marche, où elle montre le lien entre l'espace et le temps, puisque l'homme marche vers le futur. Donc, il y a cette première lecture. Mais quand on regarde de près, ça va beaucoup plus loin. Cette sculpture qui est reconstituée, d'une part, est le reflet de celui qui la reçoit, puisqu'il est présenté comme mince et élancé, un peu comme la sculpture de Giacometti. Et d'autre part, donc c'est l'art comme reflet, mais transposition, fragmentée, elle arrive par paquet anonyme, et elle arrive en 4 livraisons. Et quand on regarde de près, en fait, Giacometti a consacré 4 versions à L'homme qui marche, et pas une. Et donc, c'est aussi une image de la genèse de l'œuvre, telle qu'elle s'élabore au fil de nombreuses années, puisqu'il a commencé en 1947, il a fini en 1960. Donc, ce sont les différents paquets, sont aussi les différentes strates de la genèse de l'œuvre. Et quand on regarde aussi, il y a 2 hommes vivants à la fin. Giacometti ne dit pas que sa sculpture est vivante. Qui le dit? Ça vient, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très, très étroitement lié au mythe de Galatée et de Pygmalion. Pygmalion qui fabrique une statue dont il tombe amoureux et qui prend vie, Galatée. Et c'est un mythe qui a habité les romantiques. On trouve aussi, qui est très prégnant dans la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Et moi, je pense que la référence la plus profonde
c'est le chef-d'œuvre inconnu, où sans cesse Balzac utilise le mythe de Pygmalion comme une métaphore, alors que le personnage principal, c'est le peintre Nicolas Poussin, en fait. Là aussi, Balzac fonctionne avec un système de double référence. Le premier niveau de référence, c'est Nicolas Poussin, mais la référence voilée, c'est le mythe de Pygmalion. Et Claire Folcolini reproduit le même procédé. Il me semble que la référence cachée derrière Giacometti, c'est le mythe de Pygmalion. Voilà, je voulais finir sur celle-là parce qu'elle me paraissait très compliquée comme nouvelle et je n'ai pas pu du coup en dire un mot. Alors, vous aurez l'occasion de refaire la démonstration que vous venez de faire par écrit. Pourquoi pas dans la préface du roman que Claire est en train d'écrire, puisque alors je vous apprends que Claire est en train d'écrire un roman. En tout cas, elle est en train de mettre ses idées au point sur le sujet, c'est en train de prendre forme. Et alors, je me permets donc de conclure cette émission en vous remerciant bien entendu, et en me permettant de faire le lien entre ce que vous venez de dire et puis le tout premier ouvrage des éditions Sénantes, qui s'appelle L'Ange de Prévert à tombeau ouvert, qui commence par un ange en stuc pendu au plafond de la maison de Prévert, en Mauville-la-Petite, en Normandie, qui prend vie, qui se détache et qui va faire des bêtises dans le quartier. Donc le mythe dont vous parlez, finalement... oui, c'est la même chose. Oui. Voilà, c'est la création. A été aussi, on va dire, exploité par une autre de nos auteurs, donc Christine Collard, que l'on va bientôt présenter à Claire Folcolini, puisque c'est son moment, c'est le moment de Claire Folcolini, sorti le 22 octobre. Alors, vous avez en main l'exemplaire presse, qui a été distribué à un certain nombre de journalistes, langue littéraire et autres, bien sûr, il est pratiquement conforme au vrai livre qui va sortir le 22 octobre. Pour le moment, je vous offre celui-ci. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir, de se reparler. Et pourquoi pas à l'occasion d'un événement à la Garenne-Colombes. Monsieur Franco, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous et j'espère que ce n'est que la première instance d'une longue série. Je l'espère aussi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et longue vie à votre maison d'édition. Merci beaucoup et vive la littérature. Bonne journée. Bonne journée.